Bon, imaginons un instant un jeu de chaises musicales. Mais attention, un jeu vraiment à l'échelle planétaire. Ah ouais, le genre de jeu où l'enjeu est colossal pour le coup. Exactement. Et c'est un jeu particulièrement chaotique. Je veux dire, la musique s'accélère sans cesse, le rythme est complètement saccadé. Et surtout, et c'est là que ça devient angoissant, les chaises disparaissent à une vitesse alarmante. Voilà. Et dans ce scénario, les joueurs, ce sont pas des enfants lors d'une petite fête d'anniversaire, hein. Non, on parle des plus grandes puissances économiques mondiales, des superpuissances industrielles. C'est ça. Et ce qu'elles cherchent désespérément, c'est pas juste un endroit où s'asseoir 5 minutes, elles veulent une chaise ultra solide, vraiment ancrée au sol, Une source d'énergie d'une fiabilité à toute épreuve, en fait. pour faire tourner leurs usines, pour chauffer leur population, et au final pour maintenir toutes leurs économies à flot. C'est littéralement le moteur de leur survie, ouais, je suis complètement d'accord. Et quand on observe un peu attentivement les mouvements de capitaux massifs récents, on remarque une dynamique fascinante. Ah oui, laquelle, précisément? Eh bien, alors que tout le monde court dans tous les sens, un peu en panique, pour trouver cette fameuse chaise, tous les regards et surtout tous les capitaux se tournent soudainement vers un seul et même endroit. Et cet endroit, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, oui, et l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre cette bascule. Tout à fait, de décrypter ce mouvement global. Pourquoi, en pleine période d'instabilité, une nation devient-elle le point de mire absolu des plus grandes multinationales? C'est une excellente image pour commencer. Ce jeu de chaises musicales, ça illustre parfaitement la panique actuelle sur le marché. Une panique sur tout le marché mondial de l'énergie, on est d'accord? Complètement. Et pour vraiment saisir ce mouvement vers l'Algérie, il faut d'abord regarder le chaos qui règne à l'extérieur. Parce que les sources de notre analyse parlent de turbulences sans précédent, c'est bien ça? Exactement. Le monde connaît des turbulences sans précédent, des chaînes d'approvisionnement fracturées, des tensions géopolitiques constantes. Des tensions qui redessinent les routes commerciales en temps réel, quoi. Voilà. Et une volatilité des prix qui honnêtement donne des surfroides à tous les dirigeants politiques et économiques. Donc, chercher un partenaire, on n'est plus du tout dans de la simple transaction commerciale de routine, là. Ah non, plus du tout. La quête d'un partenaire énergétique, c'est devenu une question de sécurité vitale, une peur viscérale de manquer. Bon, décortiquons tout ça. Parce que au milieu de toute cette frénésie mondiale, on observe un événement très précis. Un événement qui marque vraiment un tournant, ouais. Le retour en force de British Petroleum, BP quoi, Ce mastodonte historique de l'énergie, effectivement. qui décide de s'implanter à nouveau et massivement en Algérie. L'annonce officielle vient de l'ALNAFT, qui vient de leur accorder une nouvelle licence d'exploration dans le bassin de l'Est. Alors, attendez, je vous arrête tout de suite. Avant même de parler d'exploration, c'est quoi exactement cette agence, la LNAFT? Alors, l'ALNAFT, c'est l'agence algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. D'accord, et quel est son rôle, du coup, dans notre grand jeu de chaises musicales? Pour filer votre métaphore, c'est un peu le grand arbitre du jeu. C'est l'entité étatique souveraine qui gère le sous-sol algérien. Donc c'est obligatoirement avec eux qu'on doit négocier. Exactement. Elle a pour mission de promouvoir les investissements et surtout d'attribuer les contrats aux compagnies étrangères. Et quand une agence étatique comme ça signe avec un géant comme BP, c'est pas juste un coup de tampon administratif, j'imagine. Ah bah non, pas du tout. C'est l'aboutissement de tractations super complexes. C'est le signal fort qu'un terrain d'entente a été trouvé. Un équilibre entre un État souverain et une multinationale hyper exigeante sur sa rentabilité. C'est tout à fait ça. Très bien. Donc l'arbitre a sifflé et donné son feu vert pour ce fameux bassin de l'Est. Voilà, le contrat est validé. Mais là, je suis curieux et je veux faire un peu l'avocat du diable sur la méthode. Je vous écoute. On lit dans nos sources que BP revient avec, je cite, des moyens techniques innovants. Oui, c'est ce qui est fermement annoncé. Mais franchement, toutes les boîtes pétrolières disent ça dans leur communiqué, non? C'est le vernis marketing habituel pour faire bien devant les actionnaires. On pourrait le penser, ouais. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est absolument pas que du marketing. BP ne revient pas avec de vieilles méthodes. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vont réellement faire différemment sur le terrain alors? L'époque où on forait un peu à l'aveugle en croisant les doigts pour trouver du gaz, c'est totalement révolu. Ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Donc ils font comment pour être sûrs de leur coup? Ils mobilisent des moyens techniques inouïs pour optimiser la connaissance du sous-sol. C'est comme s'ils faisaient passer une IRM géante à la Terre. Une IRM pile 1. Genre, vraiment le truc médical qu'on passe à l'hôpital. C'est la même logique. On parle d'imagerie sismique en 3 dimensions, mais en très haute résolution. Donc, techniquement,
On envoie des ondes sonores dans le sol, c'est ça? Voilà, les ondes rebondissent sur les différentes couches de roches et des supercalculateurs analysent l'écho. Et ça leur donne quoi au final, ces calculs? Ça crée une carte en 3D extrêmement détaillée, parfois à plusieurs kilomètres de profondeur. Ils savent exactement où est le réservoir, comment il est structuré. C'est fou! Ça ressemble plus à de l'exploration spatiale qu'au vieux Derrick poussiéreux qu'on a tous en tête. C'est de la très haute technologie, oui, boostée à l'intelligence artificielle. Le but, c'est d'augmenter l'efficacité de l'extraction de façon chirurgicale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, on est d'accord, la technologie, c'est génial, Bien sûr, c'est indispensable. mais la technologie toute seule, ça n'est rien sans la géographie et l'infrastructure adéquate, n'est-ce pas, Silly? Ah, ça c'est une certitude. L'Algérie a cet avantage massif de posséder d'importantes réserves de gaz naturel. Oui, on sait que le gaz est là, enfoui sous le sable. Mais on pourra avoir tout le gaz du monde si on ne peut pas le livrer vite et bien sur les bons marchés. Ça ne sert à rien. Justement, ça me fait penser à une analogie. C'est un peu comme le commerce en ligne d'aujourd'hui. Comment ça? Imaginez une entreprise qui fabrique le meilleur produit du monde, super demandé. D'accord. Mais si son usine est sur une île isolée, sans route, sans port, sans aéroport, les délais de livraison seraient horribles. Le produit ne vaut plus grand-chose. C'est sûr que la logistique, c'est la moitié de l'équation énergétique. Et l'Algérie, c'est tout l'inverse de cette île isolée. C'est comme posséder un réseau de livraison express premium juste à la porte de l'Europe. Si l'on relie cela au contexte global, cette combinaison est redoutable. On parle d'une position stratégique exceptionnelle. Avec une infrastructure très développée, d'après nos sources, qui permet de répondre à la demande. Absolument. Et cette infrastructure repose sur deux piliers majeurs. D'abord, les gazoducs. Les fameux pipelines transméditerranéens? Oui, ces immenses tuyaux partent des champs gaziers du sud algérien, traversent la mer et vont directement alimenter les marchés européens. C'est un flux continu, direct, sans aucun intermédiaire. Exactement. Pas de navires soumis aux tempêtes maritimes, pas de détroits dangereux à traverser, c'est une garantie de fiabilité énorme. Et le deuxième pilier, j'imagine que ce sont les infrastructures portuaires. Les complexes de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, et les ports d'exportation. Là, on refroidit le gaz à des températures extrêmes, c'est bien ça, hein? À moins 162 degrés Celsius. À ce stade, le gaz devient liquide et son volume est réduit 600 fois. 600 fois, c'est colossal comme compression. Ça permet de charger ce gaz liquide sur des méthaniers et de l'expédier partout dans le monde avec une rapidité impressionnante. Bon, on a la géographie parfaite, on a les réserves, on a les tuyaux et les ports ultra modernes. Un package logistique complet et hyper compétitif en somme. Mais il y a un autre élément mentionné dans l'analyse. Nos sources parlent d'un climat d'investissement stimulant offert par l'État. Et c'est un point absolument crucial pour rassurer des partenaires étrangers comme BP. Je vais être franc, ce genre de phrase, ça me fait souvent lever les yeux au ciel. Ah bon? Pourquoi ça? Ça sonne vraiment comme la phrase creuse, un peu bullshit qu'on met dans une brochure de chambre de commerce, non? Je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que c'est une formule très institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain pour ces entreprises? En fait, il s'agit de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. L'Algérie a profondément modernisé son cadre législatif pour attirer ces géants. Donc une vraie mise à jour du logiciel légal du pays. Voilà, ça offre beaucoup plus de flexibilité fiscale, moins de lourdeur bureaucratique paralysante. Un meilleur partage des risques et des profits, en gros. Exactement. L'État maintient fermement sa souveraineté, mais propose un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Et c'est ça qui a fait basculer la décision de BP de revenir avec ses milliards. Clairement, c'est ce qui rend l'investissement financièrement viable et sûr à long terme. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce que une fois que l'infrastructure et la fiabilité de l'Algérie sont validées par un tel mouvement de BP, Eh bien, ça crée un effet d'entraînement colossal, un effet domino inévitable sur le reste de l'industrie mondiale. c'est vraiment ça. J'ai l'impression que l'action de BP agit comme un saut d'approbation géant pour les autres. C'est tout à fait ça. Les autres géants s'observent en permanence, et quand l'un d'eux valide le terrain, les autres suivent. Il y a actuellement une véritable course pour investir sur le marché algérien. Une vraie ruée, ouais. Les sources mentionnent explicitement des noms assez incroyables dans ce secteur. On parle d'ExxonMobil, de Chevron, d'Eni, parmi d'autres acteurs internationaux de tout premier plan. Mais attendez, je rêve ou ces entreprises sont normalement des rivales féroces? Ah, ce sont des concurrents acharnés, oui. Ils se font une guerre économique impitoyable partout ailleurs. Je veux dire, c'est comme si on voyait Coca-Cola et Pepsi se mettre soudainement d'accord pour investir dans la même usine d'embouteillage. C'est insensé. C'est une excellente comparaison.
Et cela soulève une question importante quant à la dynamique actuelle du marché. Laquelle, exactement? Pourquoi des géants américains, britanniques et italiens qui se détestent acceptent-ils de se rassembler tous au même endroit? Oui, pourquoi mettre leur rivalité de côté subitement? Parce que la stabilité de l'Algérie et surtout la prévisibilité que le pays offre sont devenues beaucoup plus précieuses que leur concurrence habituelle. La peur de l'instabilité mondiale l'emporte sur la guerre des parts de marché, en gros. Exactement, ils ont tellement peur de ne pas avoir de chaise quand la musique s'arrêtera. Et cette concentration de géants concurrents, ça fait quoi pour l'Algérie? Ça cimente littéralement son statut en tant que pivot central. Ça la place au cœur du jeu énergétique de la Méditerranée. Ça consacre sa position en tant que centre énergétique mondial, en fait. Oui, et ça reflète une confiance internationale renouvelée. Nos sources soulignent vraiment cette consolidation de la souveraineté énergétique de l'Algérie. Eh bien, c'est un voyage intellectuel assez fascinant quand on relie tous ces points. Une très belle vue d'ensemble de la géopolitique de l'énergie, je suis d'accord. Si on résume un peu tout ce qu'on vient d'explorer, on est parti d'un marché mondial en pleine tempête. Un chaos global avec une grande peur sur les approvisionnements. Ensuite, on a vu BP faire un choix hyper rationnel, en plantant son drapeau technologique dans le bassin de l'Est algérien. Avec des outils de pointe dignes d'une IRM de la Terre. C'est ça. On a aussi compris comment les pipelines directs et les ports algériens servent de véritables bouées de sauvetage à l'Europe. Grâce à une logistique ultra performante et un cadre légal optimisé. Et enfin, on a analysé comment la ruée d'ExxonMobil, Chevron et Eni vient valider cette nouvelle ère de confiance. Un effet domino impressionnant. Et c'est vraiment crucial pour ceux qui nous écoutent de bien comprendre ces mécanismes profonds. Pourquoi c'est si important de suivre ça selon vous? Parce que la sécurité énergétique, ce n'est pas qu'une ligne de chiffres pour les multinationales. C'est le moteur silencieux qui dicte la stabilité mondiale. C'est le socle de nos économies et de la diplomatie. Exactement. Comprendre qui fournit cette énergie avec fiabilité au milieu du tumulte, c'est comprendre où se déplace l'équilibre du monde de demain. Et ça m'amène à une réflexion finale, un peu provocatrice, pour clôturer notre analyse. Je vous écoute. Le texte qu'on a étudié parle beaucoup de la souveraineté de l'Algérie et de cette fameuse course frénétique des multinationales vers ses ressources. Oui, c'est le cœur même de notre sujet. Eh bien, si les entreprises les plus puissantes, les plus riches du monde, ont désespérément besoin d'un pays pour garantir leur propre survie face au chaos mondial, Où voulez-vous en venir avec ça, Sam? qui détient réellement le vrai pouvoir aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question géopolitique. Est-ce que ce sont les géants de l'énergie, avec leurs milliards de dollars et leurs technologies de science-fiction? Ou bien la Terre souveraine qui les accueille, qui leur dicte ses lois et sans laquelle ils ne sont rien? L'inversion des rapports de force est fascinante à observer dans cette configuration. C'est une question que je laisse en suspens pour nourrir la curiosité et les réflexions de ceux qui nous écoutent aujourd'hui.